Merci. Merci Pierre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui donc, dans cet atelier Préparer et anticiper une Pas reconversion 13 ans. professionnelle pour se maintenir en emploi, pour lequel donc, vous avez été très nombreux à vous inscrire. Cet atelier vous est proposé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France, qui est piloté par la DRIETS. Le PRITH est un dispositif donc partenarial qui réunit les partenaires qui œuvrent pour l'insertion professionnelle et l'emploi des personnes en situation de handicap. Et l'un des axes majeurs de travail du PRITH est la prévention de la désinsertion professionnelle des actifs, qu'ils soient d'ailleurs en situation de handicap ou pas. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il anime les travaux de l'instance de coordination du maintien dans l'emploi, qui ont donc notamment, en termes de travaux, donc conduit à l'élaboration d'un guide du maintien dans l'emploi qui est destiné aux professionnels du maintien. Ce guide, vous pouvez le retrouver sur le site du PRITH et il est régulièrement actualisé. C'est dans le cadre aussi de ces travaux que vous sont proposés donc ces ateliers, hein, donc depuis 2021, donc un cycle d'ateliers d'information à distance dédié aux services de prévention et de santé au travail donc vous est proposé et donc c'est dans ce cadre que vous est proposé cet atelier sur la reconversion professionnelle. Je vais laisser la parole sans plus tarder donc aux différents intervenants que je remercie par avance pour leur implication dans cet atelier. Merci. Merci beaucoup Thérèse pour ce mot d'accueil très important effectivement. Le guide dont vous avez parlé va être actualisé dans les prochaines semaines sur le site du PRITH. C'est une très grosse actualisation là qui arrive, donc on vous tiendra évidemment informé de la date de publication du guide, mais ça ne saurait tarder, nous sommes en train de finaliser cette grosse mise à jour. Pour ce qui est de notre atelier, nous avons différentes séquences que nous souhaitons vous proposer ce matin. D'abord, effectivement, on va laisser la parole à Madame Gamrassini pour ce qui est de l'introduction et de la contextualisation de cet atelier. Et ensuite, nous aurons plusieurs séquences à vous présenter. La première qui aura pour objectif de revenir sur le rôle, les actions, les missions et organisations des services de prévention et de santé au travail dans la préparation, l'accompagnement des reconversions professionnelles pour vos salariés qui rencontrent des problématiques de santé. Revenir dans un deuxième temps sur les différents outils et différents dispositifs qui sont mobilisables à la fois pour préparer le projet professionnel en vue d'une reconversion professionnelle des salariés et puis pour déployer, mettre en œuvre de manière effective cette reconversion. Et puis, on clôturera ensemble cet atelier en vous présentant 2 à 3 cas pratiques en fonction du temps qui nous sera disponible et qui permettront voilà, d'ancrer dans la pratique les différents propos qu'on aura eu l'occasion d'évoquer tout au long de cet atelier. Donc, on est parti pour 1 heure et demie ensemble. On vous remercie de nouveau pour votre présence ce matin, votre implication. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Laetitia pour l'introduction et la contextualisation de cet atelier. Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Laetitia Gamrassini, je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Donc je vous présenterai Transition Pro Île-de-France par la suite de ce webinaire. Donc là, je vais me permettre de l'introduire. Alors juste pour vous dire un petit mot, je ne suis pas un acteur spécialisé sur le sujet de la santé et du handicap. En revanche, je travaille avec des acteurs qui, eux, ont ce rôle d'accompagnement sur les différents publics, qu'ils soient en situation de handicap, en problématique de santé ou non. Et voilà, à ce titre, je vais essayer d'être la plus claire possible et de ne pas dire trop de bêtises. Alors tout d'abord, je vous propose quelques éléments chiffrés sur les situations des personnes en France, pardon. Selon l'assurance maladie, il y aurait eu donc 160 000 avis d'inaptitude prononcés chaque année et souvent suivis de licenciements. Et 15% des salariés atteints se le sont d'une ou plusieurs affections de longue durée. On a 2,3 millions de salariés en situation de handicap et seulement 0,9 millions ont fait l'objet d'une reconnaissance administrative de leur situation. Donc déjà, ces éléments chiffrés pour le contexte de cet atelier. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît, Pierre. Oui, bien sûr. Donc, les objectifs et périmètres de l'atelier, donc ça va être tout d'abord d'identifier les acteurs du maintien en emploi et les partenaires qui peuvent être associés en cas de problématiques de santé qui affectent la vie professionnelle, mieux comprendre le rôle de chacun et les actions possibles, prendre en compte aussi la notion de temporalité. On va le voir, plus l'action est rapide, plus la détection est précoce et mieux cela se déroulera par la suite pour la personne qui est accompagnée. Et également, nous ferons un zoom sur la formation en tant qu'outil pour anticiper un risque d'inaptitude.
Alors, sur la slide suivante, donc on voit le maintien en emploi pour préserver l'emploi des personnes dont l'état de santé impacte l'activité professionnelle. Donc, le maintien en emploi est un sujet qui mobilise une pluralité d'acteurs, ce qui implique donc de bien mailler les uns avec les autres pour agir le plus efficacement possible. La détection est l'élément déclencheur de tout le suivi du salarié et en cela, eh bien, le SPST a un rôle clé dans la détection afin d'activer rapidement la suite des actions à mettre en place. Donc, nous verrons à la suite, donc dès à présent, hein, le docteur Marie-Laure Kuliszewski et Bertie Gauthier de Horizon Santé au Travail, qui expliqueront d'ailleurs plus en détail dans ce webinaire les rôles et missions des services de santé au travail sur l'accompagnement des salariés qui sont concernés par un risque de rupture de leur contrat de travail et ou une reconversion professionnelle. Et nous verrons également comment les différentes structures du maintien en emploi, mais également les structures de droit commun, peuvent intervenir et accompagner les salariés dans une recherche et une mise en œuvre de solutions adaptées. Donc, comme vous l'a dit Pierre, il y aura également des partages de cas pratiques où vous verrez à la fois des cas pratiques avec des personnes qui ont bénéficié d'actions spécifiques, mais aussi des personnes qui ont bénéficié d'actions du droit commun dans le cadre d'un projet de reclassement et ou de reconversion. Je vous laisse prendre la main, Pierre, pour la suite du programme. Oui, merci beaucoup Laetitia pour cette introduction. On va donc effectivement passer sur la première séquence, donc revenir sur le rôle et les missions des services de prévention et de santé au travail dans le cadre effectivement de la préparation, de l'anticipation, de l'accompagnement des reconversions professionnelles pour les salariés que vous pouvez être amenés à suivre. Et donc dans un premier temps, effectivement, on va laisser la parole au docteur Marie-Laure Kuliszewski de la CMS. Je vous en prie, docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Marie-Laure Kuliszewski, médecin du travail sur le secteur de l'Essonne et également médecin animateur au siège de la CMS. Alors effectivement, donc quand on parle d'anticipation, il s'agit pour les SPST d'être dans la détection précoce des situations à risque de désinsertion professionnelle. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, la loi Santé-Travail a élevé la PDP au rang de mission avec donc la création de cellules PDP au sein de tous les SPSTI et ainsi que la mise à disposition de nouveaux outils tels que la visite mi-carrière et le rendez-vous de liaison. Donc, ces dispositifs nous permettent d'une part d'être dans une détection précoce de situations à risque et également de préparer au mieux les plans de maintien de nos salariés. Alors, comment s'organiser pour repérer précocement? Eh bien, c'est de continuer, puisqu'on le fait déjà, hein, de promouvoir les moments clés dans la détection précoce des situations à risque de désinsertion. Donc, les moments clés, ce sont les visites de pré-reprise, les visites mi-carrière, le rendez-vous de liaison qui sera développé donc par la suite par Madame Gauthier. C'est de favoriser la montée en compétences de nos infirmiers dans le repérage des situations, notamment en leur déléguant les visites mi-carrière, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et puis, c'est pour les médecins de coordonner leur équipe pluridisciplinaire via les cellules PDP. Alors, petit focus effectivement sur la visite mi-carrière qui est un outil de repérage et d'anticipation des situations à risque de désinsertion. Donc, elle a plusieurs objectifs, mais effectivement, l'objectif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi d'évaluer le risque de désinsertion professionnelle en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé. Donc, on voit bien qu'on va avoir une discussion donc concertée avec le salarié sur son parcours professionnel, bien en amont finalement de toute problématique de santé ou de tout risque de désinsertion, et c'est ça qui est effectivement intéressant. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Pierre, merci beaucoup. Donc, cette visite mi-carrière, donc nous avons la possibilité de la déléguer à nos infirmiers dans le cadre d'un protocole écrit. Donc, lorsque l'infirmier suspecte ou détecte un risque de désinsertion,
il staffe le dossier au médecin du travail et le médecin du travail, s'il confirme effectivement qu'il y a un risque, il va soit orienter directement à notre assistante sociale effectivement en fonction de la situation médico-professionnelle et ils pourront effectivement reboucler ensemble sur le dossier et même décider après ensemble d'orienter sur notre cellule PDP. Le médecin peut également décider d'orienter directement sur la cellule PDP, donc de finalement présenter le dossier à la cellule et s'en suivra une discussion pluridisciplinaire autour, pourquoi pas, d'une ouverture d'un plan de maintien avec possiblement une reconversion professionnelle à la clé. Alors, une fois que la détection est effectuée, nous allons rentrer dans une phase de préparation de la reconversion. Cette phase de préparation, effectivement, il est important que tous les acteurs soient impliqués. Donc, le salarié qui est repéré, il doit absolument rester au cœur de la démarche de maintien. Donc, ce salarié, il est en lien avec différents acteurs. Donc, ce sont ces médecins de soins, le service santé-travail, son employeur, d'autant plus si le projet de reconversion se réalise au sein de l'entreprise, et puis les partenaires qui sont spécialisés dans le maintien. Et tout l'enjeu du SPST va être effectivement de se mettre en relation, en lien avec tous ces acteurs. Alors, à la CMS, il a été effectivement décidé de mettre en place une cellule PDP par secteur géographique. Donc, elle est composée par l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire du médecin du travail qui pilote les actions PDP. Et c'est le médecin du travail qui va décider de l'éligibilité des dossiers à passer en cellule PDP. L'équipe donc est composée également d'infirmiers en santé de travail. Donc ces infirmiers, en fait, ils vont être, comme je vous le disais, dans la détection des situations à risque via les visites médicales, donc, et pas seulement les visites mi-carrière, mais l'ensemble des visites médicales dont il a à la charge. L'équipe plurie, c'est aussi les IPRP, avec notamment nos ergonomes que nous missionnons souvent pour des études de post-maintien. Et puis cette équipe plurie, elle est complétée par nos assistants de service social du travail. Et nos assistants de service social du travail, donc ils vont suivre les situations qui sont présentées en cellule, ils vont suivre l'état d'avancement des dossiers, ils vont agir en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. Ils accompagnent nos salariés dans la définition d'un projet de reconversion qui va être réalisable en fonction de la situation du salarié, parce qu'effectivement, nos assistants sociaux réalisent tout un travail d'analyse au préalable de la situation socio-professionnelle. Ils accompagnent à la mobilisation des dispositifs appropriés à la situation du salarié. Et puis, ils se mettent en lien, donc ils travaillent en réseau avec nos différents partenaires, que sont par exemple l'instance de coordination PDP de la sécurité sociale, anciennement appelée cellule PDP, les Cap Emploi, les AGFIP, MDPH, etc. Alors, finalement, le parcours d'un salarié en reconversion pourrait se schématiser un peu comme ceci, c'est-à-dire une fois que le repérage est effectué, nous allons rentrer dans une phase de préparation du projet. Donc, si le dossier, effectivement, nécessite
une discussion concertée, un travail concerté entre les différents acteurs ou une expertise de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, sa situation va être discutée au sein de la cellule. C'est là que vont être déterminées toutes les actions de chaque professionnel concerné. Et souvent, il y a par ailleurs une évaluation sociale qui aura été effectuée et qui va venir nourrir la construction d'un plan, puisque nous allons décider donc en cellule de l'ouverture d'un plan de maintien. Et une fois que la réflexion concertée est aboutie, il est essentiel effectivement que le salarié soit informé des échanges et finalement des orientations qui pourront être proposées à ce salarié concernant les dispositifs qui peuvent être mobilisés pour sa reconversion professionnelle. Et on voit bien que c'est la coordination finalement de la prise en charge qui va permettre une compréhension partagée de la situation. Et c'est vraiment cette compréhension partagée qui va augmenter nos chances de réussite de la reconversion professionnelle de notre salarié. Alors, lorsque la reconversion s'effectue au sein de l'entreprise, le lien avec les différents acteurs de l'entreprise, il est absolument essentiel, indispensable, et c'est vraiment un facteur de réussite. Donc, les SPST se doivent de sensibiliser les différents acteurs de l'entreprise. Donc, nous missionnons nos AST, nos IPRP, nos assistants sociaux sur ce que c'est la PDP, sur les dispositifs possibles, sur les réseaux possibles, les acteurs qui peuvent les aider, les conseiller dans les accompagnements. Donc, il faut encourager le travail collaboratif, notamment avec les services, les directions ou les services RH quand il y en a, en travaillant par exemple avec eux sur la sécurisation des parcours professionnels, sur entamer avec eux une discussion sur les politiques d'inclusion plutôt que de leur parler forcément d'obligation d'emploi. Et c'est vraiment cette relation de confiance qui va nous permettre, encore une fois, d'augmenter nos chances de réussite de reconversion de nos salariés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kuliszewski. On poursuit sur le rôle et les missions des organisations qui peuvent être mises en place par les services de prévention et de santé au travail dans cette première séquence. Donc, et on laisse la parole à Madame Berthier-Gauthier. Bonjour à tous. Donc Berthier Gauthier, je suis responsable du pôle prévention et de la PDP chez Horizon Santé Travail. Et donc, je vais vous parler des cellules PDP, donc, qui sont un outil, je peux dire la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, un outil opérationnel pour accompagner les salariés susceptibles de sortir de l'emploi pour raison de santé. Donc, on en a parlé, les cellules PDP ont pour vocation à recevoir les signalements précoces, souvent du médecin du travail, voire des infirmiers, d'analyser les cas individuels, mais également les freins au maintien en emploi, d'informer, de conseiller, d'orienter. Les cellules travaillent en réseau. Elles accompagnent et elles préparent les salariés et elles préparent notamment à la reconversion professionnelle. Elles mobilisent le salarié et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du salarié. Et enfin, elles ont pour mission de sensibiliser les salariés, les entreprises, les instances représentatives du personnel, de sensibiliser à l'intérêt, aux enjeux de la PDP, de maintenir un salarié en emploi, mais de sensibiliser également aux outils de la PDP. Je passe à la diapositive suivante. Je vous demande juste, Bertie, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre écran. Voilà, on nous dit que le son est feutré. Vous allez me voir en très zoomé, mais je fais ça. Pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne un exemple de cellule PDP qui s'appelle Service PDP au sein d'Horizon Santé Travail, donc qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui est composé de chargés de mission qui sont psychologues de formation.
Et ça a d'autant plus d'intérêt pour le sujet du jour qui est la reconversion professionnelle, la redéfinition du parcours professionnel. On a également… Comment ? Allez-y, Bertie, allez-y. On a également des médecins du travail, relais PDP, qui sont en appui des chargés de mission pour les questions médicales, parfois relatives au dossier, mais également en appui de leurs confrères, médecins du travail, pour des questions relatives à des inaptitudes un peu sensibles ou la nécessité d'outils PDP. Le service est appuyé par une assistante administrative et également un juriste qui est dédié aux questions des chargés de mission pour leur dossier. L'objectif général, évidemment, c'est la sécurisation des parcours professionnels pour maintenir les salariés en activité, donc dans leur emploi d'origine ou non. La ligne directrice du service, c'est pas d'inaptitude sans projet. Ce n'est pas forcément évident à mettre en œuvre, mais on s'y attache. Le service est également un relais interne d'information, et notamment dans le cadre de la délégation des visites mi-carrière aux infirmiers, le service a formé, sensibilisé les infirmiers aux signaux d'alerte PDP, aux effets du vieillissement au travail, et a pu les aider à livrer des informations de première intention aux salariés à risque PDP que les infirmiers voient lors des visites mi-carrière, par exemple. Leur activité se compose sous les 3 piliers que vous voyez, donc principalement l'accompagnement des salariés qui sont orientés par le médecin du travail. L'accompagnement débute par un premier rendez-vous bilan, un état des lieux médico-socio-professionnels, médicaux dans le sens des restrictions médicales et des capacités restantes. Et cet accompagnement va idéalement jusqu'à la reprise du poste ou d'un poste de travail. Durant cette phase, qui peut aller jusqu'à parfois 2 ans, 2 ans et demi, les chargés de mission mobilisent les outils du maintien en emploi. Alors, ceux liés à la reconversion professionnelle, donc peut-être un bilan de compétences, une formation, ils seront développés plus tard dans la présentation, mais également un essai encadré. Et par exemple, il est arrivé, lorsque c'était indiqué, d'accompagner un essai encadré dans une entreprise qui n'était pas celle d'origine, justement dans le cadre de la redéfinition d'un projet professionnel. Et là, la chargée de mission va également être en appui de l'entreprise accueillante pour l'essai encadré. L'accompagnement constitue également la préparation à la redéfinition du projet professionnel qui rentre plus globalement dans un projet de vie. Et donc, nos chargés de mission psychologues de formation vont justement aborder ces aspects motivationnels, individuels, pour préparer le salarié à cette reconversion et à ce changement de vie que cela implique. Elles vont appuyer et mettre en œuvre les solutions et accompagner l'entreprise lorsque le salarié est d'accord. Un deuxième pilier, là, consiste à un rendez-vous d'information sur les possibilités de formation, de bilan de compétences, d'essais encadrés, lorsque le salarié est inapte, qui n'a pas pu bénéficier d'un parcours d'accompagnement avant son inaptitude, mais qu'il est nécessaire de l'orienter, de lui donner des repères pour l'étape d'après, parce que on suppose qu'il va sortir de l'entreprise au regard des éléments qu'on a. Donc là, c'est un seul rendez-vous unique, informatif. Et puis, troisième pilier, c'est l'appui technique en interne. Là, les chargés de mission vont aider du point de vue soit administratif, soit mettre en relation un professionnel du service. C'est souvent le médecin du travail, mais pas uniquement. Et tout ça sans que la chargée de mission voie le salarié et fasse un accompagnement au long cours. Alors, comment ça fonctionne un peu plus en détail? Donc, je vous le disais, l'orientation se fait par le médecin du travail qui précise des éléments importants en amont du suivi. Donc, il précise à la chargée de mission l'histoire de la cassure du parcours, les restrictions a priori du salarié et ses capacités restantes. Et bien sûr, ses suggestions d'action et les démarches en cours, s'il y a déjà un lien avec Cap Emploi, par exemple, ou avec une assistante sociale, pour que la chargée de mission, lorsqu'elle prend en charge la situation, elle a comme un rôle de chef d'orchestre. Elle va coordonner le parcours, coordonner le travail en réseau avec les partenaires. Des points d'étape sont faits avec le médecin du travail, évidemment, tout au long de l'accompagnement, et parfois même lors de staff avec l'équipe pluridisciplinaire. Le service PDP est au sein du pôle prévention, ce qui permet un lien direct avec les assistants sociaux, avec les IPRP, pour les solliciter, notamment pour lever des freins sociaux. Et ce qu'on voit beaucoup dans la reconversion professionnelle sont des freins financiers.
Et parfois, en termes de statut, l'assistante sociale peut faire un dossier RQTH. Le lien avec l'entreprise est à privilégier au maximum, évidemment, avec l'accord du salarié, ce qui permet de faire un état des lieux partagé de la situation, de sensibiliser l'employeur au maintien dans l'entreprise, et puis de parler des possibilités de reclassement interne et de reconversion professionnelle qui auront lieu dans la même entreprise. C'est ce qui va sécuriser le plus le parcours du salarié. Slide suivant, s'il vous plaît. Un petit zoom sur le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est un dispositif, un outil qui a été introduit, vous le savez, par la loi Santé-Travail du 2 août 2021. Ce n'est pas un rendez-vous médical, c'est un rendez-vous d'information. Il a pour objectif de maintenir le lien entre le salarié pendant son arrêt de travail et son employeur et d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de PDP, d'une visite de pré-reprise, de mesures d'aménagement de poste et ou de temps de travail. Et nous, en tant que service, on peut y être associé. Alors, par le biais d'envoi de documentation ou carrément assister au rendez-vous. Je vous ai mis sur la droite le flyer présence. Chaque service peut s'en saisir et accoler son logo en haut à gauche du flyer. C'est en tout cas nous ce qu'on utilise pour promouvoir le rendez-vous liaison. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, en pratique, comme beaucoup de services, on a fait la promotion en interne de cet outil qui était nouveau et également en externe, donc auprès des salariés. Donc, ça se fait lors des visites médicales. C'est très nouveau pour les personnes en arrêt maladie qu'un employeur puisse les contacter pendant leur arrêt. Donc, ça demande de les préparer à ça, qu'ils s'y attendent. Et ça favorise finalement un bon rendez-vous de liaison, si j'ose dire. On a également des vidéos dans les salles d'attente. Côté employeur, on distribue le flyer. On a fait un tutoriel, une petite vidéo qui explique comment on peut aborder un salarié pendant son arrêt maladie, puisqu'on a pu s'apercevoir que c'était un des gros freins du côté de nos adhérents. Et donc là, avec l'aide des psychologues de notre service, on a pu aborder cet aspect dans ce tuto. On distribue le flyer présence et on parle également du rendez-vous de liaison lorsque nos équipes participent au CSE. Les chargés de mission du service PDP, elles participent à ce rendez-vous et ça leur permet d'optimiser le suivi du dossier, de faire ce lien. On a bien vu que c'était essentiel d'être en relation avec l'employeur lors d'une reconversion qui aura lieu dans l'entreprise. Le rendez-vous favorise évidemment l'implication du salarié et de son employeur, et puis permet d'aborder l'éventualité de la reconversion au sein de l'entreprise. La chargée de mission permet d'apporter le cadre du rendez-vous, qui peut parfois avoir quelques digressions. Pour ceux qui ont déjà assisté à un rendez-vous de liaison, vous l'avez expérimenté. Et donc, effectivement, l'intérêt d'être présent permet de donner le cadre, de rester focus sur les outils de maintien en emploi, les restrictions médicales, les capacités restantes, parce que le médecin du travail est d'accord avec ce discours-là, pour donner des repères aussi à l'entreprise et envisager un retour sur un autre poste pour le salarié. On peut aller jusqu'à l'anticipation des modalités d'accueil au sein même de l'entreprise. La chargée de mission peut proposer les services du service de santé, notamment l'intervention d'une psychologue du travail pour préparer le collectif de travail à accueillir ce salarié qui revient à son poste ou à un autre poste. On peut aider effectivement l'employeur et le salarié à introduire ce projet de reconversion et ça crée un lien de confiance ou recrée entre le salarié et son employeur. Ce qui est intéressant, c'est de faire une articulation avec la visite de pré-reprise, lorsque ce n'est pas forcément le médecin évidemment qui assiste à ce rendez-vous de liaison, et d'évoquer les capacités, les restrictions du salarié et de coupler ce rendez-vous de liaison à la pré-reprise. Pour conclure, donc, les facteurs de réussite, certains ont déjà été évoqués, donc, principalement concernant la reconversion professionnelle. On a le signalement et la prise en charge précoce qui va donner du temps administratif pour cette reconversion, mais également du temps psychique dans ce virage parfois de vie.
Pas d'inaptitude sans projet. Retarder l'inaptitude, c'est également un des facteurs clés qui laisse justement ce temps. S'appuyer sur les capacités restantes pour définir le meilleur projet possible. Impliquer le salarié, travailler en pluridisciplinarité et avec le réseau d'acteurs, notamment ceux qui sont présents aujourd'hui. Et effectivement, de rétablir la communication entre un salarié et son employeur permet la réussite du projet de reconversion dans l'entreprise initiale. Voilà, donc le service de santé au travail, comme on peut le voir et le constater au quotidien, a un rôle clé dans la sécurisation des parcours professionnels. Merci beaucoup, Bertie, pour l'ensemble de ces éléments très clairs. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées dans le chat au cours de vos interventions respectives. Il y en a certaines d'ailleurs, et on remercie Marilyn Luzieux de la CRAMIF qui ont déjà eu un certain nombre de réponses, donc je les lis simplement pour que tout le monde ait bien l'information. Il y a notamment une question qui a été posée, on nous demandait, est-ce que le salarié avec un risque d'inaptitude peut bénéficier d'une formation durant son arrêt? Et donc Marilyn Luzieux répond, tout dépendra de la durée de la formation envisagée au regard de la durée d'arrêt de travail justifiable par le médecin conseil de l'assurance maladie. Et j'en profite pour vous dire que nous avions un atelier à destination des services de prévention et de santé au travail qui avait justement été consacré au sujet de la formation pendant l'arrêt de travail, qui a été organisé il y a maintenant un peu plus d'un an. Et donc, il y a une vidéo, une capsule vidéo d'une dizaine de minutes qui résume l'essentiel des éléments évoqués lors de cet atelier. Je vous ai remis le lien dans le chat et dans tous les cas, c'est disponible sur le site du PRIT Île-de-France. On nous a également demandé si il était possible de réaliser un essai encadré si l'inaptitude est prononcée. Et donc, de même, Madame Luzieux a répondu en disant qu'effectivement, l'idéal est d'utiliser l'essai encadré le plus en amont possible lors de l'arrêt de travail, dès que le risque pour le retour à l'emploi est décelé. On avait une autre question qui vous était posée, alors peut-être davantage au docteur Kulichensky. Est-ce que la reconversion professionnelle se déroule différemment selon la taille de l'entreprise par rapport aux différents moyens dont il dispose en termes de professionnels médico-sociaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'inégalité face à ce dispositif? Donc, je ne sais pas, docteur Kulichensky, si vous souhaitez répondre à cette remarque ou à cette question. Donc, si je comprends bien la question, en fait, c'est est-ce qu'il y a différents types de reconversion possibles? C'est ça la question en fonction de la typologie de l'entreprise? Voilà, de sa taille, effectivement. Bah, oui, en fait, tout dépend aussi, on va pas se mentir, des moyens que l'entreprise, elle peut proposer. Voilà, donc effectivement, il y a des entreprises qui ont aussi des missions handicap, donc où c'est effectivement un petit peu plus simple d'organiser des reconversions quand il y a ces missions. Sur les toutes petites structures, c'est aussi dans la réalité de terrain, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que ils mettent en avant l'absence de postes disponibles, l'absence de moyens pour la création de postes, etc. Donc voilà, on est quand même face à une réalité qui fait que certaines entreprises sont pas toujours en mesure de proposer des possibilités de reconversion. Mais oui, en fait, chaque reconversion va être différente en fonction de la typologie des entreprises et du Merci beaucoup. salarié aussi, oui. Ouais. C'est Merci. voilà. Pardon. Merci beaucoup, Marie-Laure. On avait une autre question, alors elle, qui s'adresse plutôt à Bertie Gauthier. Vous disiez la philosophie, Bertie, c'est pas d'inaptitude finalement sans projet. Il y avait une petite question qui était posée à ce sujet, notamment comment est-ce que vous procédez pour les salariés qui sont suivis pour des syndromes, par exemple, anxieux, dépressifs, et qui justement peuvent rencontrer des difficultés à se projeter. Alors, c'est tout l'intérêt d'avoir des psychologues et souvent aussi en externe, ces personnes-là ont un suivi et si ça n'est pas le cas, c'est en tout cas très encouragé, d'abord même par le médecin du travail. Donc, ça, c'est essentiel. Et je peux ajouter qu'on a vu, alors c'est pas des reconversions, mais dans ces cadres-là où finalement la solution de prime abord semblait être de couper le lien avec l'entreprise et d'envisager directement une reconversion, finalement, en retravaillant
le projet de retour à l'emploi et en retravaillant avec la personne, finalement, elle a pu être maintenue dans son entreprise d'origine et même à son poste. Donc, mais il a fallu du temps, d'où l'idée de retarder l'inaptitude au maximum quand c'est possible. Je sais que les médecins ont parfois beaucoup de pression pour la poser, cette inaptitude, donc c'est pas forcément simple, mais c'est efficace lorsque c'est le cas. Donc, je dirais, pour répondre en conclusion, que c'est un ensemble d'acteurs qui va aider la personne à se remobiliser. Et ça peut prendre du temps. Je l'ai dit, on a des dossiers qui peuvent durer 2 ans et demi, justement parce que cette remobilisation psychique n'est pas forcément simple. Parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Bertie pour ces éléments de réponse. On a une question qui va nous permettre en fait de faire la transition. Donc, je vais juste la poser. On va pas apporter des éléments de réponse tout de suite puisque c'est justement ce qui va être évoqué dans la séquence d'après. On nous dit notamment selon la situation de la personne, est-ce qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés? On peut s'appuyer sur des prestations d'appui spécifiques de la GFI pour accompagner le salarié dans sa démarche de projection professionnelle. Donc, effectivement, on va voir effectivement dans la séquence qui suit que différents types de dispositifs en fait peuvent être mobilisés, à la fois des dispositifs de droit commun, à la fois des dispositifs un peu spécifiques effectivement pour les personnes en situation de handicap qui sont financés par la GFIP et par le FIP-HFP. Et donc, effectivement, on va voir quels sont les différents dispositifs, quels sont les différents outils qui sont à la disposition des services de prévention contre le travail et évidemment des salariés concernés pour préparer et mettre en œuvre cette fameuse reconversion professionnelle. Donc, je laisse la main tout d'abord à Laetitia, dans un premier temps, pour ouvrir cette séquence numéro 2. Merci beaucoup, Pierre. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler du CEP. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur indispensable qui permet d'élaborer un projet professionnel. Donc, on l'a vu avec les interventions précédentes, il y a une nécessité de collaborer étroitement entre les différents acteurs pour accompagner au mieux une personne, qu'il s'agisse d'un accompagnement plus spécifique ou un accompagnement inclusif, également avec les outils de droit commun. Parmi les outils de droit commun, eh bien, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, permet un accompagnement individuel, gratuit, confidentiel. Il s'adresse à tous les actifs et ça permet de faire le point sur sa situation professionnelle. C'est un accompagnement qui est neutre. Il n'y a pas forcément de lien avec une situation de santé, mais ça peut tout à fait également être possible d'être accompagné même si on rencontre une problématique de santé tel que c'est le cas dans le sujet qui nous occupe ce matin. L'idée, c'est de construire un projet qui va aboutir ou non sur une reconversion professionnelle. Une reconversion professionnelle en interne de son entreprise ou une reconversion professionnelle en externe. Vraiment, quand on va voir un opérateur de conseil en évolution professionnelle, il n'y a pas forcément une idée de reconversion. On peut simplement vouloir aussi faire le point. On peut vouloir être guidé dans des démarches, être orienté vers un opérateur, vers un acteur qui va être important dans le cadre d'un projet, si on a une création d'entreprise ou quelle que soit la situation professionnelle, le CEP peut tout à fait accompagner un public pour vérifier la faisabilité d'un projet, pour accompagner dans les démarches. Alors, il y a 5 acteurs CEP qui sont présents dans tout le territoire, donc en France, mais également bien sûr dans chaque région. Donc on va trouver Pôle emploi pour les actifs en recherche d'emploi, il y aura l'APEC pour les actifs cadres et les jeunes diplômés, les missions locales pour les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans, Cap emploi pour les actifs en situation de handicap et dont le handicap constitue un frein à l'emploi. Et on a également un opérateur privé qui est nommé sur appel d'offres pendant 4 ans. Et en Île-de-France, c'est Groupement Évolution qui va accompagner les salariés de droit privé et les indépendants. Alors, Transition Pro Île-de-France est partenaire de chacun des opérateurs du CEP. Ça fait partie des missions qui nous ont été confiées depuis le 1er janvier 2020 et qui nous permettent de créer des coopérations plus étroites sur des sujets spécifiques et notamment aussi des sujets en lien avec la santé. Alors, pour identifier le bon opérateur CEP selon le statut d'une personne, un site internet à connaître, https://mon-cep.org, qui permet, en répondant à la question du statut, de la localité géographique, d'identifier l'opérateur CEP qui va être le plus approprié en fonction de cette situation. Donc le CEP, un acteur essentiel à bien connaître.
Alors, sur la slide suivante, donc on voit le CEP pourquoi, je vous en ai dit déjà quelques mots. Ça peut être pour évoluer dans son entreprise, ça peut être pour préparer son entretien professionnel, pour faciliter sa compréhension du marché de l'emploi, pour être orienté vers les bons interlocuteurs, pour choisir aussi la bonne formation. S'il y a un sujet de reconversion et qu'il y a donc un choix de formation, eh bien le CEP peut tout à fait aussi être un partenaire, on va dire, pour identifier la bonne formation. Ça peut être également un acteur, un partenaire à connaître lorsque l'on veut utiliser son compte CPF. Donc le compte CPF, on va voir sur la slide juste après, on voit qu'il s'adresse aux salariés, qu'ils soient en CDD, en CDI, intérimaire, profession libérale, indépendant, apprenti, demandeur d'emploi. Tout le monde a un compteur CPF et c'est un peu un système aujourd'hui en autonomie qui permet de choisir des formations pour obtenir un diplôme, pour acquérir un socle de connaissances et de compétences, pour faire une VAE, pour faire un bilan de compétences. On peut également avoir envie d'utiliser son compteur CPF pour créer ou reprendre une entreprise et également acquérir des compétences, voilà, pour faire des missions bénévoles et volontaires. Alors aujourd'hui, le CPF a développé, donc depuis 2018, je crois, enfin depuis la loi de 2018, une application qui permet de sélectionner directement la bonne formation, le bon bilan de compétences, la VAE en totale autonomie et sans intermédiation. Avant cette loi, il était nécessaire de passer par un CEP pour utiliser son compteur CPF. Aujourd'hui, on va plutôt valoriser l'autonomie des publics. Il reste que l'opérateur CEP peut être un bon réflexe à mobiliser lorsque l'on veut être aidé pour faire le bon choix, puisqu'on est sur une application qui couvre une pluralité d'actions de formation, une pluralité d'offres et également avec des coûts différents d'une structure à une autre, des modalités pédagogiques différentes, des fonctionnements qui vont être différents, et avoir un acteur expert du sujet pour faire des choix éclairés, c'est quand même plus confortable. Et c'est pour cela, même si aujourd'hui on peut utiliser de manière autonome son CPF, mieux vaut en première intention voir un opérateur de conseil en évolution professionnelle. Et pour rebondir sur le sujet de tout à l'heure concernant les bilans de compétences, eh bien oui, un bilan de compétences peut tout à fait être financé via le compte CPF. Par contre, ça peut être beaucoup mieux, avant de se lancer dans un bilan de compétences, de voir un opérateur CEP qui va pouvoir évaluer, analyser la situation de la personne et identifier si le bilan de compétences est le bon outil ou si un accompagnement en CEP peut être suffisant. Un bilan de compétences, c'est une procédure, c'est une démarche qui est assez longue, assez engageante, qui va aller assez profondément dans de l'introspection pour de la personne et également construire un projet avec des étapes. Le CEP peut être le point de déblocage d'une situation. Il peut y avoir des rendez-vous avec un nombre qui n'est pas forcément défini. Donc, on peut avoir un rendez-vous, 2 rendez-vous, 5 rendez-vous, une durée qui est assez variable, pas aussi longue qu'un bilan de compétences, mais qui peut être tout à fait efficace pour certaines personnes qui n'auraient pas besoin d'un bilan de compétences. Donc, le CEP peut tout à fait être le premier acteur à voir lorsque l'on se pose cette question. Il peut donc recommander un bilan de compétences ou non. Après, libre à la personne de faire le choix, mais sachez que cet acteur est un bon partenaire qu'il faut connaître et vers lequel il est intéressant d'orienter le public en première intention. Merci beaucoup, Laetitia, pour l'ensemble de ces éléments. On reviendra vers vous en fin de séquence, puisqu'il y a plusieurs questions effectivement qui sont posées sur le CEP. Voilà, ça suscite beaucoup d'intérêt de la part de nos intervenants. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs, si vous voulez, les questions dans le chat. On essaiera d'ailleurs peut-être d'y répondre par écrit parfois, puisqu'il est possible qu'on manque un tout petit peu de temps en fin de présentation. Donc on continue. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce zoom sur le CEP et sur le CPF. C'est vraiment très important d'introduire cette deuxième séquence par ces différents points. Et on va laisser la parole désormais à Frédéric Le Provost de la République et à Julie Michelbou du Cap Emploi du Val d'Oise pour vous présenter effectivement des différents outils, dispositifs qui peuvent être mobilisés pour accompagner les projets de reconversion, ces projets de reconversion de vos salariés, concernés. Bonjour, donc Frédéric Le Provost de la GFIP. Donc, parmi les différentes aides directes et des différentes prestations, nous avons choisi de vous présenter 2 prestations qui vous sont à disposition. La prestation d'appui spécifique qui constitue un appui d'expert en fonction du handicap de la personne pour accompagner la mise en œuvre et sécuriser le projet professionnel de la personne.
permettre aux référents de parcours de définir une stratégie d'accompagnement, d'aborder la situation globale de la personne au-delà du handicap, permettre à une personne d'être autonome dans le cadre de son parcours vers et ou en emploi. Ces prestations spécifiques sont mobilisables à chaque étape du parcours de la personne, afin de suivre donc la façon dont ça se passe par rapport au handicap. Elle apporte un éclairage au référent de parcours dans le cadre de son accompagnement et doit éviter les ruptures de parcours. Les bénéficiaires sont les personnes handicapées bénéficiaires d'obligations d'emploi, les demandeurs d'emploi, les salariés, les alternants titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, bon, les agents de la fonction publique, je dis pour information, et stagiaires de la formation professionnelle. Les employeurs de droit privé ou du secteur public sont également évidemment bénéficiaires, les organismes de formation en lien avec la ressource handicap. 148 prescriptions en 2022 concernent donc les SPST, en 1580 qui concernent l'axe maintien. Globalement, ça fait maintien et attention. Pour information, on a plus de 1700 prescriptions. Les PASS ne se substituent pas au rôle du référent de parcours et ne sont pas des appuis qui définissent un projet, des prestations médicalisées. Elles ne sont pas non plus donc des prestations médicalisées, qui permettent donc de suivre le parcours et d'éviter les ruptures de parcours. Du coup, je prends le relais sur cette intervention. Donc, merci Frédéric. Donc, il faut savoir qu'en fait, les prestations d'appui spécifiques, effectivement, alors je pense que c'est la slide suivante d'ailleurs. Oui. Voilà. Et Frédéric reviendra dessus. Donc, sont vraiment spécifiques par rapport aux pathologies ou aux problématiques de santé. Donc, on va avoir des passes qui vont donc être gérées par des personnes qui sont spécialistes du handicap moteur, mais aussi des maladies invalidantes. Et je reviendrai dessus si jamais on a le temps sur un exemple plus en amont. De l'atelier. Mais effectivement, il faut savoir que vous, en tant que médecin du travail, vous pouvez les prescrire directement aux salariés ou passer par des partenaires comme Cap Emploi pour pouvoir les prescrire. Je pense que donc Frédéric, vous allez expliquer un petit peu les différentes prestations et je vous donnerai un cas un petit peu plus concret de comment on peut mobiliser ces prestations et pourquoi. Alors, les PASS, oui, les PASS, c'est bien les prestations d'appui spécifiques. J'ai vu la question passer, c'est l'acronyme prestations d'appui spécifique. Donc, elles sont délivrées, donc les PASS délivrées par des experts du handicap. Évidemment, il y a différentes structures en fonction du handicap. Donc, nous avons des modules qui concernent le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap moteur qui intègre les maladies chroniques évolutives, le handicap mental, un prestataire spécifique de handicap mental, comme pour les troubles neurodéveloppement et les troubles du spectre psychique, des troubles cognitifs, du handicap mental et de l'épilepsie. Elle se décline en 5 prestations mobilisables indépendamment les unes des autres à tout moment de la construction du projet professionnel, mais également au moment de l'intégration, du suivi et au maintien donc en emploi ou en formation. Donc au recrutement aussi, pour vous avez des visites dans le recrutement. Elles apportent donc un appui expert aux conseillers à l'emploi référents de parcours dans l'accompagnement de la personne, sans se substituer. Elles permettent d'identifier précisément les conséquences du handicap au regard du projet professionnel de la personne, ainsi que de définir les moyens techniques en compensation du handicap. Donc, pour donc vous donner quelque chose d'un peu plus concret, parce que ça peut vous paraître un petit peu abstrait si vous l'avez jamais utilisé. Donc, alors moi, je parle au nom du Cap Emploi 95. Donc, je vais vous donner des exemples qui ont été faits au sein de notre Cap Emploi. Donc, il y a une personne, par exemple, qui m'avait été adressée par un médecin du travail, donc via une fiche de signalement pour un risque de désinsertion professionnelle, donc un risque d'inaptitude. Cette personne a une TMS multiple. Au fil des entretiens et du travail de projet professionnel, il s'avère que cette personne, par exemple, avait une problématique de dépression due à la perte de son époux lors du Covid, puisqu'elle n'a pas pu lui dire au revoir. Donc, ça a provoqué effectivement un certain traumatisme. Et je vois que cette personne est bloquée dans son projet et qu'elle tourne en boucle autour de ce décès. Donc, j'ai utilisé notamment une prestation d'appui spécifique, donc un pré-diagnostic, afin de voir quel est le handicap prégnant
de cette personne, elle est effectivement en risque d'inaptitude pour les TMS, mais néanmoins, la dépression la bloque totalement dans son projet. La prestation d'appui spécifique sur le prédiagnostic a permis de relever qu'effectivement, la dépression est à soigner et qu'il faut absolument donc traiter d'abord cette problématique-là avant de traiter la problématique des TMS dans le projet professionnel. Et donc de l'orienter vers des services de psychiatrie et de psychologues adéquats et qui permet d'avancer. Donc cette personne va rentrer bientôt en formation puisqu'elle a effectivement entamé une psychothérapie. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voilà, mettre un petit focus sur quel est le handicap prégnant. Je parle du prédiagnostic, mais bien sûr, quand la personne est prête dans son projet professionnel, parce qu'on a travaillé avec elle le projet professionnel, et qu'on sent que ça y est, c'est le choix est déterminé, eh bien, en fait, on va mobiliser, en tout cas au Cap Emploi 95, forcément la PAS pour confirmer l'adéquation entre le projet professionnel et donc les handicaps, les ou le handicap prégnant de la personne. Et ça va être très intéressant, notamment au niveau des TMS, puisqu'on a des personnes qui vont vouloir, par exemple, s'orienter sur des métiers où moi, je ne suis pas une experte du métier, et peut-être que potentiellement les postes sont aménageables sur d'autres métiers, et là, c'est les experts donc des prestations d'appui spécifiques qui vont vraiment donner cet éclairage en disant oui. Par exemple, j'ai une personne aussi qui était donc aide-soignante et qui finalement s'est projetée sur un métier de conseiller en insertion professionnelle. Et donc, j'ai mobilisé forcément, donc à la fin, la prestation d'appui spécifique d'appui expert, et ça m'a permis d'avoir, en tout cas, ça lui a permis d'avoir un bilan avec quels aménagements il faudra qu'elle prévoie. Donc, effectivement, elle a déjà la liste, et quand elle retournera au travail, elle sera en mesure d'expliquer à son futur employeur, bon ben voilà, il me faut une souris ergonomique, un bureau, un siège, etc. Et ça va vraiment l'appuyer sur son futur entrée au travail. Voilà. Donc, très bel outil à mobiliser. Et je vous propose de passer à un autre outil sur lequel on souhaitait mettre en avant l'intérêt dans le cadre de ces situations. Je vous laisse la parole, Frédéric. Oui, alors bon, effectivement, les médecins du travail donc sont en Île-de-France prescripteurs de ces deux prestations que sont donc les prestations d'appui spécifique et Inclus Pro. Donc Inclus Pro, c'est une formation qui comprend différents parcours pédagogiques répondant à l'objectif professionnel de la personne. Elle s'articule selon les actions suivantes: élaborer, valider son projet professionnel, identifier les compétences acquises, transférables et transversales, se remettre à niveau sur les savoirs de base, il y a différents modules, acquérir ou approfondir ses compétences sur le numérique, prendre en compte le handicap dans son parcours de formation ou d'emploi. Les salariés sont évidemment éligibles à Inclus Pro, particulièrement les salariés en arrêt de travail, car cette prestation conforte et consolide le projet professionnel et demande une vraie disponibilité en raison de son caractère relativement intensif. Il est recommandé évidemment se rapprocher d'un professionnel de l'accompagnement, un CEP ou un Cap Emploi, afin de faciliter le parcours de la personne en situation de handicap. En 2022, il y a eu 700 prescriptions sur les différents acteurs, et sur ces 700 prescriptions, 390 entrées avec un taux donc de transformation de 56%. C'est-à-dire que soit des personnes qui étaient orientées ne sont pas allées au premier rendez-vous, soit elles ont été réorientées dès le premier rendez-vous sur une autre prestation. Alors, pour rebondir sur ce que Frédéric vous explique, effectivement, Inclus Pro, donc vous pouvez prescrire Inclus Pro, en tout cas inscrire ces personnes avec leur consentement sur cette prestation. Donc effectivement, je pense que le taux donc de 56% d'entrée par rapport donc aux prescriptions peut être étonnant, mais c'est vrai que c'est intensif. Quand on parle d'intensité, c'est-à-dire qu'ils ont des ateliers et des rendez-vous jusqu'à 3 fois par semaine, et ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc il faut quand même que la personne soit assez disponible, qu'elle soit semi-autonome aussi, parce qu'il y a des ateliers collectifs avec des outillages informatiques. Donc si elle ne maîtrise pas bien le français, s'il y a des difficultés numériques, puisque c'est pas évident pour tout le monde d'utiliser l'outil informatique, la personne va lâcher effectivement Inclus Pro parce que elle ne va pas pouvoir s'intégrer au groupe. Bien sûr, il y a des rendez-vous individuels, mais il faut quand même que la personne puisse avoir
avoir une relative autonomie et une relative implication parce que ça lui prend du temps. Donc effectivement, pour des salariés qui sont en emploi mais qui risquent l'inaptitude, c'est compliqué puisque un club pro, 3 fois par semaine, il faut que le salarié soit peut-être en mi-temps thérapeutique. Mais par contre, pour les personnes en arrêt de travail, il y a des beaux résultats, notamment pour vous parliez de personnes qui ont peut-être des problématiques de dépression. On voit que le collectif, c'est vraiment, ça booste véritablement le projet pour des gens qui ont du mal à se lancer tout seuls, qui ont peur. Et le collectif est véritablement soutenant. Donc, c'est intéressant. Quand vous posez la question de quand le prescrire, dès que vous sentez que la personne souhaite se reconvertir, en tout cas doit se reconvertir, vous pouvez très facilement faire cette fiche de liaison vers un club pro et en même temps aussi confier le dossier à Cap Emploi puisque nous, on va recevoir la personne, suivre la personne pendant son inclus pro qui peut durer beaucoup moins que 6 mois. J'ai des personnes qui ont fait 3 mois d'inclus pro et c'était fait et ça fait gagner du temps à la personne. Par contre, à ne pas utiliser pour les personnes peu autonome, peu disponible parce qu'il y a beaucoup de soins et du coup, donc pas du tout, indépendante au niveau numérique. Voilà. Et on voulait également mettre en évidence un dernier outil un peu spécifique. Oui, alors le centre de reconversion professionnelle, on appelle ça aussi les ECRP, vous devez en avoir entendu parler de cet acronyme. Donc c'est un dispositif très intéressant puisque effectivement, alors j'en profite pour faire de la publicité pour le guide du CRIT puisque tous les centres de reconversion, c'est vrai, sont à la fin du guide et j'ai Manuel. aussi pour ceux qui aiment le numérique, donné le site de la Faverge qui permet d'avoir l'ensemble des centres et puis de faire des recherches en fonction de la formation choisie. Donc, ces centres, alors il faut savoir qu'ils sont mobilisables sous une notification de la MDPH. Hein, la personne ne peut pas y aller sans cette notification. Alors, je parle pour le Cap Emploi 95. Nous, on a une convention avec la MDPH 95 qui nous permet d'avoir un circuit court. Certains autres Cap Emploi l'ont, d'autres ne l'ont pas. Mais c'est vrai qu'on peut le mobiliser plus rapidement que par le circuit habituel qui va prendre 6 mois pour le circuit habituel. Donc, ça permet quand même d'être assez rapide puisque finalement, en fait, on fait cette demande quand le projet professionnel semble à peu près abouti, mais pas que. C'est pour ça qu'effectivement, je permets de vous alerter sur le fait que les ECRP, enfin, en tout cas les centres de reconversion, ont aussi des modules pour les personnes qui sont très peu autonomes, qui sont donc de la préorientation et ça peut vraiment pallier à l'inclus pro que l'on a, évoqué plus en haut puisque en fait la préorientation, des centres de reconversion professionnelle, pour les personnes BOETH, c'est, pour, adapter aux, personnes qui sont très peu autonomes, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique et qui ont besoin là d'être accompagnées tous les jours dans, la création de leur projet, professionnel avec une équipe pluridisciplinaire puisque les ECRP bénéficient de psychologues cliniciens, de médecins, d'ergonomes, de chargés de mission et d'insertion. Donc on voit que la personne est totalement, prise en charge. Il faut savoir aussi que quand elle est, en arrêt, effectivement, la préorientation peut, se faire, du coup, il y a pas de souci. Après quand, du coup, on part sur des formations, plus standards, je parlais, je sais pas moi, par exemple, agent d'accueil, les formations sont plus longues, elles sont d'1 an. Donc, là, il est possible qu'effectivement, si la personne a travaillé son projet, avec un opérateur CEP et qu'effectivement, il s'avère que c'est une formation qui se trouve en centre de reconversion professionnelle pour les BOETH parce que, elle est disponible, et que cette personne a une notification MDPH. Il est, fort probable que l'inaptitude soit nécessaire parce que, la formation étant, longue, ce sont quand même des parcours, il faut le savoir, pour, les gens, qui sont assez longs. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans de formation en fonction de ce que la personne choisit. Par contre, son salaire est pris en charge, donc c'est assez sécurisant et en fait, ils peuvent rebondir d'une formation à une autre. J'ai un exemple un peu plus concret. Une personne qui a travaillé un projet donc qui est en risque d'inaptitude sur, le projet d'assistante comptable. Elle souhaitait être comptable, elle avait un baccalauréat et bien, en fait, elle va rebondir donc là, elle va rentrer en ESRP, en janvier 2024.
en assistant comptable. Et le centre de reconversion, c'est déjà qui va la garder pour le module suivant de comptable. Mais il faut qu'elle passe d'abord par l'assistant comptable. Donc, autant vous dire qu'elle va rester assez longtemps dans le centre de reconversion. Donc, on a vu avec le médecin du travail que l'inaptitude sera prononcée la veille de son entrée en formation, ainsi que l'arrêt de travail va se finir de cette même manière. Enfin, voilà, donc tout va se goupiller, mais effectivement, la personne va rester longtemps en ESRP. Ça vaut le coup quand la personne a 40 ans et qu'elle souhaite se reconvertir, elle a du temps devant elle pour cette reconversion, ça vaut le coup. Surtout qu'après, l'ESRP se gère l'entrée en emploi, puisqu'il y a des chargés d'insertion professionnelle. Donc, il n'y a pas de rupture de parcours, c'est assez intéressant. Et la personne, elle peut être suivie encore par Cap Emploi dans certaines conditions dans son entrée en formation pour sécuriser le parcours. Voilà, donc ah oui, alors donc je voulais aussi vous alerter sur il y a certains centres qui sont spécialisés en fonction du handicap. Par exemple, le handicap auditif, c'est Coubert en Seine-et-Marne, ce qui fait loin. Et donc, c'est pareil, si la personne est assez éloignée du centre de reconversion et que vous souhaitez faire cette demande avec le salarié, il faut demander l'hébergement parce que les centres de reconversion ont un hébergement qui est pris en charge également et il faut en faire la demande au préalable en même temps que de la désignation du centre. Par contre, sur la demande de notification MDPH, il faut être assez précis. Il faut expliquer bien le projet et le centre choisi et l'hébergement si possible directement sur cette demande. Parce qu'effectivement, la notification MDPH sera sur une durée donnée pour un centre de reconversion donné avec une formation précise ou une préorientation si la personne doit travailler son projet, qu'elle est peu autonome, ou même un FLE. Voilà, pour les personnes étrangères, c'est très intéressant, puisque les centres de reconversion permettent aussi de travailler le français. Donc, on voit vraiment que pour les personnes qui sont très peu autonomes, très éloignées de l'emploi, où il y a un vrai risque donc, de désinsertion professionnelle, les centres de reconversion sont un bon outil pour les personnes, pour éviter qu'elles se retrouvent en fait totalement au chômage et qui ne savent pas maîtriser le français, etc. C'est pour éviter ces situations préoccupantes. Voilà. C'est important effectivement que vous reteniez, c'est que finalement, en fonction de la situation des salariés que vous accompagnez, eh bien en fait, il y a tout un panel d'outils, de dispositifs qui peuvent être mobilisés en fonction de la situation de la personne, selon effectivement son niveau d'autonomie, selon l'état de santé qui est le sien. Bref, chaque situation finalement est un peu unique. Et en Île-de-France, il y a des dispositifs qui permettent de répondre à chacune des situations. Il y a à la fois des dispositifs de droit commun, c'est ce que disait Laetitia tout à l'heure, et il y a des dispositifs un peu plus spécifiques pour les personnes en situation de handicap, administrativement reconnus comme tels. C'est ce que vient effectivement d'expliquer Julie ainsi que Frédéric. Vous, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que en tant que service de prévention et de santé au travail, vous n'avez pas forcément à maîtriser sur le bout des doigts l'ensemble des dispositifs que l'on vient d'évoquer. On veut vous montrer simplement qu'il y a plein d'outils spécifiques et de droits communs qui existent. Derrière votre rôle en tant que médecin du travail ou en tant qu'acteur d'une cellule plurie, etc., c'est finalement d'avoir connaissance du fait qu'il y a certains acteurs, certains partenaires qui, eux, connaissent les différents dispositifs et acteurs qui peuvent être mobilisés. C'est le cas des Cap Emploi notamment, dont on vient de parler évidemment. Et donc, qui sauront vous aiguiller dans la bonne prescription, dans le repérage des bons partenaires, dans la bonne mobilisation des outils et dispositifs. Voilà, qu'on soit bien au clair, les services de prévention et de santé au travail, ils n'ont pas à connaître précisément l'étendue des spécificités de chacun des dispositifs, mais en tout cas, il est important de les repérer, et c'est un peu l'objectif de cette deuxième séquence, et puis surtout d'aller chercher les bons interlocuteurs qui, à un moment donné, vont vous aider à construire ou à appuyer la construction du projet professionnel de la personne. Et après, effectivement, une fois que le projet professionnel prend forme, selon la nature effectivement des besoins, des souhaits, des volontés du salarié concerné, eh bien effectivement, il y a la question de la mise en œuvre du projet professionnel. Et donc, j'essaie de faire cette petite transition vers Laetitia, qui va effectivement nous présenter des outils non pas destinés à construire le projet pro, on vient de l'évoquer avec Frédéric et Julie, mais plutôt à le mettre en œuvre de manière effective. Et donc, je vous laisse la parole, Laetitia.
Oui, bravo pour cette transition. Merci beaucoup, Pierre. Donc, effectivement, des outils pour mettre en œuvre le projet professionnel. Donc là, je vais revenir un petit peu plus sur qui est Transition Pro Île-de-France. Donc, pendant 36 ans, vous nous avez peut-être connus sous l'appellation de FONGECIF. Depuis le 1er janvier 2020, tous les FONGECIF ont changé de nom et également de mission et ils s'appellent désormais Transition Pro. Il y a un Transition Pro par région, soit 18 associations Transition Pro pour couvrir le territoire national et outre-mer. Alors, Transition Pro est un acteur majeur des reconversions professionnelles. Nous sommes un organisme habilité par l'État et un organisme principalement financeur pour les reconversions professionnelles des salariés du secteur privé. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en 2022, nous avons financé 5430 dossiers de projets de transition professionnelle. Donc, c'est un dispositif sur lequel voilà, je vais vous présenter avec un budget annuel de 165 millions d'euros. Et on a en Île-de-France 83 collaborateurs qui sont mobilisés sur l'ensemble des missions que nous couvrons en région. Alors, sachez également qu'il y a donc 18 transitions pro. Nous sommes des structures régionales, mais nous avons malgré tout une instance de coordination qui est nationale pour toutes les questions qui vont concerner tous les transitions pro et l'État ou les sujets qui vont nous concerner tous. Alors, sur la slide suivante, du coup, vous allez voir les missions de Transition Pro. Donc, tout d'abord, 5 dispositifs. Donc, moi, je vais plutôt vous parler du projet de transition professionnelle et également de la validation des acquis de l'expérience. Mais nous avons également chez nous, donc, transition collective en tant que dispositif qui passe par nos murs. Le déploiement également de la certification CLEA, donc, qui est une certification qui va concerner des publics qui sont peu ou pas qualifiés, donc peu de diplômes, qui parlent tout de même français, qui savent lire, qui savent écrire, mais qui peuvent avoir besoin de se rassurer avant de s'engager sur une formation ou pour obtenir un premier diplôme socle. Le dispositif démissionnaire pour des personnes qui ont besoin de quitter leur entreprise afin de mettre en œuvre un projet de création d'entreprise ou une formation. Alors, généralement, les personnes qui sont sujettes à une situation d'inaptitude ou de handicap n'ont pas forcément d'intérêt à connaître ce dispositif puisque bien souvent, l'inaptitude conduit aussi à un licenciement et donc, de fait, le dispositif démissionnaire n'est pas forcément utile. Je vous parlais tout à l'heure de Transition Pro en tant que partenaire du CEP. Eh bien, sachez qu'en effet, nous avons 2 missions en lien avec le CEP. Tout d'abord, une mission d'orientation vers le bon opérateur, c'est-à-dire qu'une personne qui viendrait nous voir, qui ne saurait pas à qui s'adresser, eh bien, chez nous, à Transition Pro, on peut la guider vers le choix du bon opérateur CEP en fonction de sa situation. Également, une mission de suivre la mise en œuvre du CEP en région. C'est une mission que tous les transitions pro ont et c'est plus particulièrement la mission que je vais incarner en Île-de-France. Donc, je vais à ce titre coopérer avec les 5 acteurs CEP voilà, sur la région Île-de-France. Nous sommes également en charge de suivre la qualité des formations que nous finançons. On est toujours en lien avec les besoins du marché de l'emploi pour tout de même aussi prendre des décisions qui vont être en lien avec une insertion sur le marché à l'issue d'une formation. Et bien sûr, nous travaillons avec tout un écosystème et donc nous développons aussi des partenariats. Alors maintenant, ça va être plus particulièrement un focus sur le projet de transition professionnelle. Donc le projet de transition professionnelle, c'est pour accompagner la mobilité en interne ou en externe d'un salarié qui souhaite se reconvertir. Se reconvertir, ça veut dire changer de métier et ça va passer par une formation si on s'adresse à nous. Donc le projet de transition professionnelle, c'est l'objectif de suivre une formation pour changer de métier dans un organisme de formation qui est référencé, qui est certifié. Et le gros avantage, c'est d'obtenir le maintien de sa rémunération pendant toute la durée du parcours, mais également le financement des frais de la formation. C'est un dispositif qui va s'adresser aux salariés du secteur privé. Si par exemple, un salarié travaille pour une structure publique, mais qu'il a un contrat de droit privé, il peut également être tout à fait éligible à nos dispositifs. Il faut qu'il soit en CDI, en CDD, en poste, intérimaire ou intermittent du spectacle. Alors, il y a des règles spécifiques, des conditions d'ancienneté qui vont s'appliquer différemment aux intérimaires intermittents CDD. Ça va être des cas particuliers.
Alors, sachez qu'à ce titre aussi, on travaille étroitement avec les opérateurs CEP et donc c'est souvent eux qui vont être en charge de l'accompagnement d'un public et du choix du dispositif en fonction du statut. C'est aussi pour ça qu'on travaille assez étroitement avec eux. Alors, la formation doit répondre à un certain nombre de prérequis, donc elle doit être certifiante, donc mener un diplôme, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, répertoire spécifique. Et c'est vrai qu'on est sur un domaine qui est assez jargonneux, assez technique, et c'est pour cela qu'en Île-de-France, Transition Pro a créé un catalogue de formation qui n'a pas vocation à être exhaustif, donc qui ne couvre pas l'ensemble de l'offre de formation, mais qui permet tout de même d'avoir un repère. À partir du moment où une formation s'y trouve, c'est que nous l'avons déjà financée et que donc cette formation est éligible à notre dispositif. Sachez que dans le cadre du PTP, il est obligatoire de mobiliser son compteur CPF. Donc du coup, le PTP s'adosse donc au CPF, même si le compteur CPF, oh là, il y a trop d'acronymes en Ile-de-France, en France, même si le compteur CPF est à 0 €, ça ne pose absolument aucune difficulté dans notre prise en charge, ça n'entre pas en ligne de compte, mais en cas d'accord de notre part, eh bien, le compteur CPF de la personne sera remis à 0. Je vais en profiter pour répondre à une question que j'avais vue sur le chat. On peut passer sur la slide suivante tout de même, à savoir une personne en arrêt de travail peut également tout à fait être éligible au dispositif du PTP. En ce cas, elle nous demandera la prise en charge uniquement du coût pédagogique et en cas d'accord de l'instance de coordination PDP qui passe par l'assurance maladie, eh bien, la personne pourra suivre sa formation en arrêt de travail. Donc, attention, il est obligatoire d'avoir tout d'abord l'accord de l'assurance maladie et plus particulièrement la fiche de saisine remise par l'instance de coordination PDP. Alors, le rôle de Transition Pro dans le cadre du PTP, ça va être d'instruire les dossiers, donc de s'assurer que le dossier est complet d'un point de vue administratif, mais également d'analyser la qualité des projets de reconversion. C'est-à-dire que c'est pas simplement on remet un dossier administratif et soit c'est financé, soit c'est pas financé. On va vraiment s'attacher à vérifier que le projet a été bien construit, que la personne a réalisé des démarches qui vont permettre de s'assurer que son projet a été comment je peux dire, a été fiabilisé. Donc, ça peut être des enquêtes terrain, ça va être de l'analyse du marché de l'emploi, ça va être peut-être aussi une identification de compétences transférables. Donc, on va vraiment beaucoup prendre attention sur ce sujet-là. Et c'est pour cela aussi qu'on va être attentif s'il y a eu un accompagnement ou pas. On va également décider de l'attribution des financements via notre commission paritaire interprofessionnelle régionale. Ça va se faire au regard de la qualité des dossiers, mais également au regard des priorités que je vais vous présenter juste après. Et bien sûr, dernier rôle, le financement des coûts pédagogiques pour les personnes qui ont obtenu un accord et le maintien de la rémunération. Alors, effectivement, je réponds à la question que je vois qui s'affiche. Donc, c'est tout à fait important de le préciser que, bien sûr, Transition Pro s'adresse aussi aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons une convention de partenariat avec l'AGFIP, qui est à la fois une convention de partenariat en termes d'action, mais également en termes financiers, puisque à l'AGFIP nous permet un cofinancement automatique pour toute personne qui est en situation de handicap et qui nous fournit les justificatifs de sa situation. Donc l'AGFIP prend en charge 50% du coût pédagogique et Transition Pro va prendre donc la suite du parcours. Donc ça veut dire que une personne qui va déposer un dossier en étant en situation de handicap va avoir une priorité supplémentaire par rapport à d'autres personnes. Elle va être également prioritaire si elle est en situation d'inaptitude ou en cours de procédure d'une reconnaissance d'inaptitude. Donc voilà, on a pas mal de priorités, c'est ce qui va aussi nous permettre d'arbitrer puisqu'on a pas mal de demandes, on a un budget qui est limité et forcément la commission paritaire qui est composée d'humains qui entendent des projets toute la journée, doit également prendre ses décisions en fonction de ce qu'elle va juger plus prioritaire. Et à ce titre, au-delà de la qualité, on a également des priorités plus administratives. On va aussi donner priorité aux projets qui ont été accompagnés et qui accompagnés par un bilan de compétences ou par un CEP notamment. Alors, c'est une question très importante que je vois sur le chat et du coup, ça va me permettre d'introduire voilà la slide suivante, donc celle de juste avant. Donc, Transition Pro a fait une étude sur les bénéficiaires en situation de handicap qui ont réalisé donc un PTP. Et donc, on a principalement
Donc, on a interrogé les publics, donc on va le voir sur la slide d'après. Donc, n'hésitez pas, il y a un motion design, l'étude peut être complète, elle est disponible sur notre site internet. Et en fait, parmi les publics qui ont été accompagnés en CEP, on remarque que ce n'est pas Cap Emploi qui est le principal accompagnateur de ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, il est obligatoire d'être en emploi au moment du dépôt de dossier. Et bien souvent, une personne qui va solliciter Cap Emploi va être plus à risque au niveau de son emploi, va avoir un handicap qui peut être plus freinant, et s'il y a un cas d'inaptitude, eh bien l'inaptitude, si elle est prononcée, si la personne est licenciée, eh bien elle ne dépendra plus du dispositif du PTP. C'est aussi en cela que la détection est précoce, est extrêmement importante, puisque nous, Transition Pro, nous allons nous adresser à des salariés en emploi. Alors, parmi les typologies de profils, je vais faire rapide parce que je vois que l'heure tourne. On remarque que les personnes en situation de handicap sont légèrement plus âgées, donc 41 ans au lieu de 37 ans, qu'on a principalement des employés qui ont un niveau d'études inférieur ou égal au bac, et qu'il s'agit principalement des femmes. Alors, sur la slide suivante, on voit également que les motivations pour s'engager dans un PTP, c'est principalement pour faire face à un problème de santé en lien direct avec la situation de handicap, mais pas que, ça peut être aussi pour changer de secteur, pour faire face à une situation complexe. Donc on voit tout de même que la situation de santé est un élément déclencheur pour engager un PTP, mais pas uniquement. Et sur la slide d'après, on voit également que les personnes sont satisfaites d'avoir fait une action de reconversion, d'abord parce que à 55%, leur nouvel emploi est davantage compatible avec la situation de handicap, mais aussi le temps de travail est plus adéquat, les responsabilités plus adéquates aussi, une reconnaissance de leurs compétences, et aussi l'intérêt pour le travail est plus satisfaisant pour 65%. Donc cette étude complète, si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien dans la conversation si ça vous intéresse. Elle est très intéressante pour voir un petit peu qui sont les profils qui nous sollicitent lorsqu'ils sont en situation de handicap. Alors, on a fait beaucoup d'autres études, mais je vais m'intéresser qu'à celle-ci dans le cadre de ce webinaire. Alors, à présent, je pense que nous passons à la VAE, donc deuxième Zoom. C'est une autre alternative lorsque l'on souhaite obtenir un diplôme, cette fois-ci sans passer par une formation, mais en validant son expérience professionnelle. La VAE est également financée par Transition Pro pour les salariés du secteur privé en emploi. De nouveau, il faut qu'ils soient en poste, en CDI, en CDD, intermittent ou intérimaire. Et en effet, l'idée étant d'obtenir un diplôme uniquement grâce à son expérience professionnelle. Donc, il faut avoir au minimum 12 mois d'expérience dans la certification visée pour prétendre à un diplôme, mais 12 mois, c'est assez court. En général, on va plutôt se dire que une expérience d'au moins 3 ans, enfin un petit peu plus, ça va dépendre des diplômes que l'on vise, mais 1 an, c'est quand même assez court. Alors, Transition Pro intervient sur la partie financière. On va le voir sur la slide d'après, s'il vous plaît, Pierre. Donc, sur la base d'un forfait pour les 3 étapes. La recevabilité, donc s'assurer déjà que le diplôme que l'on vise correspond bien à l'expérience que l'on a acquise. La partie dossier de validation, donc c'est celle qui est la plus engageante. Là, on va décrire, analyser, expliciter les situations professionnelles que l'on a vécues et qui vont être en lien avec le diplôme. Et la présentation devant un jury. Alors, Transition Pro instruit, valide les demandes de prise en charge et nous assurons un paiement des frais de la VAE à hauteur de 2 000 €. Alors, sachez que nous orientons, et les CEP orientent également, vers les points relais conseils VAE qui sont réellement les experts du sujet et les plus à même de pouvoir identifier si l'expérience d'une personne va être validable ou non en tant que diplôme. Donc, c'est vraiment un acteur aussi à connaître lorsqu'il s'agit d'une VAE. Merci beaucoup, Laetitia, pour ces éléments de présentation et puis ces zooms effectivement sur ces différents outils. On a bien conscience que ça fait beaucoup d'informations à ingérer et à digérer sur ces différents outils, sur ces différents acteurs, voilà, sur l'ensemble finalement des dispositifs, des outils, des financements qui peuvent être mobilisables pour les salariés que vous accompagnez rencontrant des problématiques de santé et donc susceptibles d'être concernés par une reconversion pro. Peut-être pour conclure cet atelier, on va réillustrer finalement ce qu'on a pu dire là depuis le début de notre atelier autour de 2 cas pratiques qu'on va vous présenter et puis après nous entamerons la conclusion de notre atelier. Je laisse peut-être d'abord la parole à Julie Michelbaud, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, pour vous présenter un premier cas pratique.
Oui, le cas pratique que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est sur l'essai encadré avec une reconversion au sein d'une entreprise. Donc on avait évoqué, le cas de l'essai encadré aussi possible pour une reconversion en dehors de l'entreprise, hein. Donc savoir ce dispositif ne s'arrête pas qu'à ce type de cas. Mais en tout cas, je trouvais que, cet essai encadré était intéressant à évoquer puisque en fait, nous avions eu en charge un carrossier de 55 ans, donc vous voyez qui est quand même, proche de la retraite, qu'en tout cas de ce début de carrière, que ça proche de sa fin de carrière que son début de carrière. Il est en risque d'inaptitude et effectivement, l'idée était de pouvoir, travailler à un projet professionnel. Il s'avère que potentiellement carrossier, avec ses connaissances de carrossier, pouvait être un véritable atout pour l'entreprise sur le poste de magasinier puisqu'il connaît déjà, les points techniques, sur la carrosserie. Donc le signalement a été fait par, les médecins du travail. J'avais une question, dans le chat, j'en profite pour, quelqu'un qui posait quand on signale, donc à Cap Emploi une problématique en fait, de salarié, qui a besoin d'une reconversion. Donc certains Cap Emploi comme Cap Emploi 95, tout se fait, en ligne. On a aussi des formulaires papier pour ceux qui préfèrent le papier, mais en tout cas, vous pouvez passer en ligne et remplir, donc directement des champs, libres pour pouvoir, signaler le cas d'un salarié et on reprend en fait la situation. Et donc effectivement, ce salarié arrive chez nous, on travaille donc son projet professionnel. Effectivement, on va confirmer ce projet professionnel avec l'aide du médecin du travail, pour un essai encadré au sein de son entreprise dans le poste de magasinier. Finalement, il s'avère que le salarié, puisque c'est le salarié, comme on avait dit dès le début, qui est au centre donc, du dispositif, a aimé, ce métier. Ses compétences, donc bien sûr, doivent évoluer et donc l'essai encadré donc, se conclut par, un poste futur de magasinier avec un projet de formation, pour, le faire monter en compétence sur la vente, donc compétence qu'il n'a pas encore puisqu'il n'a jamais été, dans ce domaine et donc finalement aujourd'hui ce salarié travaille, au sein de son entreprise, a gardé son ancienneté, a été formé au poste, enfin à la vente et donc a pu, effectivement conserver, un emploi et ne pas passer par la case, de chômage qui aurait été préjudiciable au vu de son âge. Parce qu'effectivement, pour les salariés de plus de 50 ans, il est très compliqué avec une RQTH de se repositionner sur l'emploi. Donc privilégier en tout cas, la reconversion au sein d'une entreprise, c'est très intéressant pour ces salariés un peu plus seniors, qui, malheureusement ne peuvent plus travailler, dans le poste, sur lequel ils avaient été formés initialement. Donc voilà, c'était un petit, exemple, sur cet essai encadré, réussi. Merci beaucoup parce que ça permet effectivement d'illustrer des outils, notamment que l'on a pu évoquer tout à l'heure et sur lesquels effectivement il y avait des questions qui avaient été posées. Donc voilà, ce cas pratique qui permet effectivement de remettre un petit peu le lien entre les différents outils et différentes séquences finalement que l'on a pu évoquer ensemble au cours de la matinée. Et puis on vous propose un deuxième cas pratique, cette fois-ci présenté par Laetitia. Hop, oui, merci. Alors moi, c'est le cas donc de Gisèle. Gisèle a 41 ans. Elle était du coup employée libre-service dans la grande distribution. Elle s'est orientée vers le métier d'assistante en ressources humaines. Alors Gisèle, elle travaille depuis 2007 en qualité d'employée libre-service, hôtesse de caisse, elle est dans une grande structure. Faute de diplôme spécifique, elle a trouvé un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins et depuis 2010, donc entre 2007 et 2010, tout va bien. En 2010, elle commence à développer des pathologies, notamment de TMS, et elle a obtenu des aménagements de poste ainsi que des restrictions au port de charge de plus de 10 kg. Elle est titulaire d'une RQTH, elle a eu de multiples arrêts et le médecin du travail l'a finalement orientée vers la cellule PDP de la médecine du travail. De là, elle a été accompagnée par un conseiller en évolution professionnelle. Au regard de sa situation, le conseiller en évolution professionnelle lui a recommandé de faire un bilan de compétences. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, le CEP peut être la première étape pour voir si le bilan de compétences est nécessaire ou non. Donc là, pour le coup, pour Gisèle, c'était important. Et donc, grâce au bilan de compétences, Gisèle a identifié le métier d'assistant RH. Le métier d'assistant RH, donc, c'est un métier que l'on considère comme étant
porteur en Île-de-France et donc il est inscrit dans la liste des priorités de financement de Transition Pro. À ce titre, donc Gisèle, qui a déposé son dossier complet avec toutes les démarches qu'elle a réalisées et qu'elle a bien restituées, eh bien Gisèle a obtenu une prise en charge de Transition Pro à hauteur de 22 177 €, très exactement. Et à cela, eh bien, la GFIP a contribué au titre de notre convention de partenariat, puisque Gisèle est titulaire d'une RQTH, elle a donc tout à fait pu intégrer notre convention financière. Voilà pour le cas de Gisèle. C'est un Parfait. cas réel, hein. Oui, tous les cas sont réels, effectivement, on l'a pas précisé, mais voilà, ils sont extraits de, voilà, des situations qui sont traitées, que vous avez été amené à accompagner. Et puis peut-être simplement pour terminer et avant d'entamer la conclusion de notre atelier, peut-être un troisième et dernier cas pratique que nous souhaitions vous mettre à disposition. Oui, un cas un peu plus complexe, donc c'est une personne donc de 44 ans qui travaille en fait dans une société d'ameublement, très connue, de vente de meubles en bois. Donc il comprend, 250 salariés, il a un risque d'aptitude, mais donc il a effectivement une maladie dégénérative et de l'arthrose aux mains. Donc il s'avère qu'en fait, il y a 2 aménagements, en tout cas 2 risques, qui sont positionnés sur ce salarié, puisque comme il a, effectivement de l'arthrose, aux mains et qu'il utilise l'ordinateur puisqu'il est sur un poste, ordinateur, au sein de l'espace de vente, pour conseiller la clientèle, il fallait un aménagement immédiat de son poste de travail avec bureau. Alors, il avait aussi des problèmes de TMS, chaise, repose-pied, et vous allez voir pourquoi en repose-pied, puisque je l'évoquerai juste après. Et effectivement, souris ergo. Donc là, effectivement, on a mis en place un aménagement de poste. Sauf que, souci, la maladie dégénérative, qui est ici la maladie de Charcot, et va donc provoquer en tout cas à terme, un licenciement pour inaptitude de ce monsieur quand, en fait, certaines fonctions risquent d'être, entravées puisque comme vous savez, la maladie de Charcot effectivement, ne prévient pas et donc ça, c'était une vraie, problématique de l'entreprise. Comment prévenir une maladie qui ne prévient pas et qui, peut du jour au lendemain, poser des véritables difficultés aux salariés et l'empêcher de travailler? Et là, en fait, dans le risque, donc d'anticipation du risque de désinsertion professionnelle, on a utilisé une prestation d'appui spécifique avec effectivement, donc on est toujours dans le 95, hein, un expert, en tout cas l'expert de la maladie dégénérative qui connaît très bien cette maladie, pour en fait faire là un diagnostic approfondi, pour donner de véritables outils pour la personne, pour anticiper cette maladie qui généralement est diagnostiquée assez brutalement et donc qui arrive très rapidement, sur des grosses problématiques. Donc quand je parlais des pieds, par exemple, déjà les pieds, commencent à être véritablement entamés avec qui commence en fait, il peut plus, quasiment, en tout cas, s'appuyer sur, ses doigts de pied. Donc on voit bien que, cette personne, elle a le choc de, la maladie qui lui est annoncée et qu'il faut anticiper, ce risque de désinsertion professionnelle, sachant aussi, qu'il y avait un gros déni puisque effectivement, sur ce type de maladie, les personnes ne sont pas du tout préparées psychologiquement et souvent est en déni: tout va bien», puisque le fait de dire, «Tout va mal», c'est aussi renoncer. Donc là, la personne, c'est intéressant parce qu'elle est maintenue en emploi actuellement, puisque ça lui fait vraiment du bien de retravailler, mais l'anticipation de sa maladie a déjà été prise en charge et il sait aussi déjà par avance ce qu'il va devoir faire chez lui et ce qu'il va devoir faire dans le cadre de son travail et tout un process a été mis en place, validé par le médecin du travail pour qu'est-ce qui se passe si demain il se réveille et il peut plus marcher ou son bras ne marche plus ou d'autres fonctions sont entravées. Donc voilà. Donc ça, c'est pour un cas pas très heureux, hein, je suis désolée, mais en tout cas, pour la personne, c'est très, très important que cette prestation d'appui spécifique ait pu avoir lieu pour tous ces aspects à la fois psychiques et cognitifs, hein, et du coup, moteur, voilà, cherchez le mot. Et ça permet de nouveau ces différents cas pratiques. Merci beaucoup, Laetitia et Julie, de mettre en évidence
le rôle évidemment clé, fondamental du médecin du travail, du service de la cellule pluri, enfin voilà, des acteurs en fait du service de prévention de santé au travail dans le repérage, dans l'orientation de ces situations, et puis finalement du maillage autour du service de prévention de santé au travail, des différents partenaires, des différents dispositifs, des différentes prestations qui en fait articulées les unes avec les autres, vont finalement proposer des outils d'accompagnement pour soit construire le projet pro, soit identifier les modalités de compensation qui peuvent être mises en place, soit accompagner la reconversion pro en tant que telle. Enfin, voilà. Et c'est un peu la philosophie, vous l'avez vu, de notre atelier, c'est de dire la première séquence avec le docteur Kulichenski et Bertie Gauthier, pardon, de dire ben, le service de prévention de santé au travail, il doit s'organiser pour effectivement organiser le repérage, l'accompagnement des salariés qui rencontrent des problématiques de santé et aller chercher des partenaires mobilisables pour accompagner ces situations-là. Et puis, dans la deuxième séquence, d'essayer de mettre en évidence le fait qu'il y a à la fois des outils on va dire, de droit commun qui sont mobilisables, et puis des outils un peu spécifiques plutôt réservé aux personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc, c'était ça la philosophie, vous l'avez vu, de notre atelier ce matin. Juste, j'en profite pour vous le dire et je vais introduire la conclusion. Pour ceux qui sont habitués de participer à nos ateliers, il y a toujours un petit formulaire d'évaluation que l'on vous demande de renseigner en fin d'atelier. Donc, ça prend vraiment 30 secondes, pas plus. Donc, le lien, notamment, est soit à l'écran, mais vous pouvez aussi aller dans le chat. Vous avez juste à cliquer dessus et hop, vous allez mettre votre pseudonyme, le pseudonyme de votre choix. Et puis, vous pourrez renseigner, il y a 8-9 questions promis, c'est pas plus de 30 secondes. Et ce que je voulais vous dire pendant que vous renseignez ce petit questionnaire d'évaluation, le chat a été particulièrement dynamique en fait tout au long de la présentation. Il y a eu des tonnes et des tonnes de questions et il y a énormément de questions qui ont trouvé en fait des éléments de réponse directement par nos intervenants. On a compris le temps de vous apporter des éléments de réponse, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui se passait sur le chat, on vous fera un petit document dans lequel en fait on viendra reprendre texto, on va pas s'amuser à tout réécrire, mais reprendre effectivement les questions et les réponses un peu à l'image d'une sorte de FAQ. Donc voilà, on va vous produire ça parce que voilà, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses du coup qui ont été apportées. Et je pense aussi aux personnes qui nous écouteront en replay ou dans le cadre d'un podcast et qui n'auront pas le loisir de cliquer sur chat, etc. Et donc voilà, ils savent qu'ils pourront trouver cette petite FAQ. Et donc voilà, il y a effectivement tous ces éléments. Je note aussi, et peut-être on terminera par là, je note aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup de demandes, finalement, un peu de documentation. Donc, on fera un petit tour entre les différents intervenants pour vous faire un petit corpus en plus de cette FAQ. Voilà, il y a eu des questions sur le CEP, il y a eu des questions sur Inclus Pro, sur les passes, sur tout ça, avec à chaque fois, c'est quoi la fiche de prescription, c'est quoi les outils, c'est quoi. Donc, on vous fera un petit, voilà, un petit document récap où on essaiera de glisser quelques infos sur lesquelles vous pourrez revenir un peu plus précisément. Je laisse simplement la parole à Valérie Bourret de la GFIP qui voulait refaire juste un tout petit commentaire avant de vous quitter. Et puis, je reprendrai la parole juste pour le petit mot de la fin. On termine, promis, dans 2-3 petites minutes. Allez-y, Valérie. Faire un point par rapport à plusieurs questions que j'ai vues, mais je souhaiterais aussi y répondre personnellement après, à certaines questions qui m'ont interpellée. L'offre de services de maintien en emploi ou dans l'emploi est la même pour tous les cap emploi. Donc, on va décliner la même offre de services, les mêmes aides et les mêmes prestations. Et il est aussi important de se dire que quelle que soit la taille et quels que soient les effectifs, on pourra apporter ces aides et ces prestations aux entreprises et aux personnes concernées dans les situations de maintien, de reconversion pour problèmes de santé. Et donc, il est important que l'on puisse faire un point sur cette offre de service qui est la même pour tous les cap emploi en France et les prestations et les aides sont les mêmes partout en France, et quelle que soit la taille et quel que soit l'effectif de l'entreprise et son activité. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. C'est clair, c'est efficace. Donc voilà, je vous ai remis le lien dans le chat vers le formulaire d'évaluation. Vous savez, on y tient, c'est important pour nous, notamment parce qu'il y a une toute dernière question à la fin où on vous demande s'il y a des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde dans le cadre de ces ateliers à destination des services de prévention de santé au travail. Ce
que ça a mis en évidence aussi toutes les discussions ce matin dans le chat, dans les interpellations et dans les interventions de nos intervenants, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse quand même, ce sujet de la reconversion, des outils, etc. Et donc, nous, ça nous donnera quelques idées peut-être pour des ateliers futurs dans les mois à venir. Donc, je pense qu'il est temps de conclure. On a presque réussi à tenir ce timing de midi. Vous savez de toute façon qu'on n'y arrive jamais, donc c'est pas une surprise que l'on déborde un petit peu. En tout cas, juste un très grand remerciement et très sincère à nos différents intervenants qui, vous le savez, ont passé du temps à préparer leurs interventions, à préparer le support qui va vous être remis. Donc voilà, je remercie Dr Pilchenski, je remercie Bertie Gauthier, je remercie Julie Michelbeau, je remercie Frédéric Le Provost, je remercie Laetitia Gamrasni qui est intervenue à plusieurs reprises au cours de cet atelier. Donc un grand merci à tous nos intervenants qui ont pris vraiment du temps pour préparer cette intervention. Et puis évidemment, merci à vous d'être présents en nombre. Ce matin, on était un peu plus de 140 ce matin. Donc voilà, ça veut dire aussi que ces ateliers ils répondent à une attente de votre part et on est content d'essayer d'y répondre. On vous retrouve prochainement. Le prochain thème, le prochain atelier aura lieu soit fin décembre, soit un petit peu plus tard. On est en train de le caler et il portera sur le retour à l'emploi après un cancer. On avait déjà traité ce sujet l'année dernière. On va aller un petit peu plus loin et on sait que c'est un sujet qui vous tient également à cœur. Voilà, donc on vous remercie de nouveau pour votre participation. Merci à les intervenants, je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite. Merci encore et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, au revoir. À bientôt. Merci à vous.